À moins de 2 ans de l'élection présidentielle 2027, un nouveau paysage semble se dessiner en France. Les derniers sondages placent le Rassemblement national largement en tête du premier tour. La toute récente enquête de l'Institut ELAB le confirme. À 18 mois de l'échéance, Jordan Bardella est estimé entre 35 et 37,5% d'intention de vote. Il fait même mieux que Marine Le Pen, estimée à 34% d'intention de vote. Tandis qu'en face, la droite modérée peine à émerger. Les sondages lui accordent souvent moins de 20%. Dans ce contexte, les jeunes électeurs pourraient bien devenir l'arbitre de la future campagne. Quel enseignement tirer de ces premiers chiffres et que révèle-t-il sur l'état de la démocratie française? L'entretien d'actu, c'est tout de suite avec Hugo Touzé, sociologue et spécialiste des sondages et enquêtes d'opinion. Bonsoir Hugo. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Et avant de commencer notre discussion, on va écouter l'analyse de Paul Melun qui était sur le plateau de France Info, qui est assez symptomatique de la manière dont sont considérés les sondages dans les médias. Jean-Luc Mélenchon est en croissance, Édouard Philippe est en diminution, et Bardella ou Marine Le Pen sont sur des plateaux tellement hauts que personne ne pourra leur contester d'entrer au second tour. Donc là, on est face à quelque chose qui serait de l'ordre du séisme politique. Quelque chose qu'on n'a pas vu, j'allais dire depuis 1958. Je pourrais mettre aussi dedans la 4e République, voire presque faire une généalogie de la 3e République. C'est-à-dire que deux partis qui ne représentent pas la gauche modérée de gouvernement et la droite modérée de gouvernement ne seront au second tour. Et les partis du bloc central, la constellation du bloc central, du PS au LR modéré, on recevait ici il y a quelques semaines Madame Pécresse, seront complètement exclus du jeu politique, alors que c'est ce personnel politique-là qui gère le pays depuis 1958. Et ça, c'est un changement de paradigme total. Et je me demande ce soir ce que peuvent se dire les leaders du bloc central, la responsabilité qui leur incombe face à un tel score. Que pourront faire, si on fait de la politique fiction, puisque c'est notre thème ce soir, que pourront faire des Gabriel Attal, des Édouard Philippe, des Gérald Darmanin, qui sont tous les deux en recul, tous les trois en recul, ou même Madame Braun-Pivet, Madame Borne. Que feront tous ces gens si demain ils ont à choisir entre Jean-Luc Mélenchon et Jordan Bardella? Alors peut-être une réaction à ce que vous venez d'entendre et aussi peut-être... Alors, qu'est-ce que les Français doivent comprendre aussi de tous ces chiffres, de tous ces sondages? Oui, alors peut-être pour commencer, un trait d'humour sur cette analyse qui n'est pas inintéressante, mais qui a quasiment 10 ans de retard si on prend les résultats des dernières élections présidentielles, parce que l'idée que le Parti socialiste est le parti principal à gauche, par exemple, c'est plus vrai depuis la fin du quinquennat Hollande, où le Parti socialiste, avec son candidat Benoît Hamon, puis avec sa candidate Anne Hidalgo, ont été relégués très très loin derrière la candidature de la France insoumise qui a émergé comme la caractéristique de la gauche principale, enfin la force principale à gauche. Plus généralement, ce qui est intéressant d'analyser, c'est que les sondages, pour intéressants qu'ils soient, et on va peut-être en parler derrière, sont avant tout utilisés comme une manière de cadrer, de rythmer l'actualité politique et presque la principale entrée pour analyser la vie politique. C'est-à-dire que ça correspond à une forme de traitement médiatique d'un certain nombre de médias traditionnels et notamment des médias, des chaînes d'information continue. Le sondage ELAB que vous évoquiez est d'ailleurs commandé par BFM TV, une chaîne d'information continue. Et on a cette idée que la politique est avant tout la politique politicienne, au sens des coulisses, des stratégies, des courses de petits chevaux pour savoir qui sera en tête de l'élection présidentielle. Encore une fois, il y a plein d'enseignements intéressants à en tirer, mais le fait qu'on parle d'abord de ça, principalement de ça, et quasiment que de ça, occulte les débats d'idées, les transformations de fond, les évolutions plus profondes dans la société. Justement, avec les chiffres qu'on a rappelés tout à l'heure, est-ce qu'on peut vraiment se fier en tant que Français à ces résultats pour anticiper peut-être le premier tour de la présidentielle, ou c'est encore trop tôt selon vous? Alors, il faut utiliser les sondages pour ce qu'ils sont. Et donc, en aucun cas, par exemple, une prédiction future, encore moins une prédiction à 2 ans de l'élection, si tant est qu'il y ait une élection dans 2 ans, puisque le paysage politique est tellement incertain qu'on peut imaginer une élection anticipée. Et donc là, il ne faut absolument pas interpréter les chiffres de sondage pour une future élection présidentielle comme des prédictions. D'ailleurs, quand les questions de sondage sont posées, on ne demande pas pour qui allez-vous voter en 2017, mais on demande aux gens si l'élection avait lieu dimanche, pour qui voteriez-vous? Et je prends un petit exemple intéressant. J'ai été regarder les chiffres pour préparer l'élection. À un an avant l'élection de 2022, c'est-à-dire en octobre-novembre 21,
Jean-Luc Mélenchon a été testé entre 6 et 9% par l'Institut Elab. Il finit à 22%. Qu'est-ce que ça veut dire? Non pas que les sondages se sont forcément trompés, on peut avoir des débats là-dessus, mais en tout cas que les sondages, et les sondeurs d'ailleurs ne cessent de le répéter dans une sorte de chose paradoxale, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une volonté de prédire et à la fois une volonté de dire en permanence on ne fait pas de la prédiction. Les sondages sont, s'ils sont bien faits, sous plein de conditions, mais ne sont pas autre chose qu'une photographie, comme le disent les sondeurs, à un instant T, mais qui n'est pas une photographie neutre, qui est quand même une photographie qui a des effets sur le débat public, et on le voit encore avec l'extrait que vous venez de passer, parce qu'il va avoir des effets performatifs sur le débat, il va installer des candidats ou des candidates dans le débat public et en invisibiliser d'autres. Il y a quelques semaines, il y a eu un scandale puisqu'un sondage avait testé plein de candidats, mais pas Marine Tondelier. Pourquoi pas Marine Tondelier? Il n'y avait pas de raison factuelle. Oui. Dans le sondage ELAB que vous citez, Bruno Retailleau est testé. Alors on peut dire que c'est logique, mais à ce que je sache, il n'a pas déclaré officiellement sa candidature. Et donc voilà, c'est à la fois une photographie, mais une photographie qui n'est pas neutre et qui a des effets sur le débat public, puisqu'elle va en partie dicter ce dont on va parler, ce dont on ne va pas parler, en fonction de qui est testé, qui n'est pas testé, etc. Et vous l'avez dit, il y a une multiplication aussi des sondages. Est-ce que ces sondages influencent aussi les électeurs? Alors ça, c'est très difficile de le savoir parce que pour savoir si les sondages influencent les électeurs, il faudrait faire des sondages pour savoir si les gens sont influencés par les sondages. Il y a quelque chose d'un peu intéressant. Des chercheurs se sont amusés à le faire et en réalité, quand on demande aux gens « Pensez-vous que les sondages influencent les électeurs et les électrices ?» Les gens répondent oui à plus de 70%. Mais quand on demande « Et vous, personnellement, êtes-vous influencé par les sondages ?» On est plutôt autour de 15%. Donc il y a quelque chose de très compliqué. Surtout que les sondages, en sciences politiques, on distingue deux effets contradictoires. Le premier effet qu'on appelle underdog, c'est-à-dire cette idée, si mon candidat est en retard dans les sondages, ça va remobiliser l'électorat et je vais me mobiliser pour aller le porter, le défendre, parce que je vois les sondages le montrent en retard. Mais à cet effet, il y a un autre effet en miroir qu'on appelle l'effet bandwagon, qui est littéralement prendre le train en marche, et qui là serait plutôt le sondage vote utile, c'est-à-dire on va voter pour le candidat qui est le plus en tête parce qu'il a le plus de chances de gagner. Et on voit bien que ces deux effets sont purement contradictoires et d'un point de vue scientifique, il est très difficile de savoir qui prend le pas sur l'autre. Si on prend l'élection, par exemple, c'est un élément intéressant pour illustrer ça. Si on prend l'élection de 2017, par exemple, au moment où Benoît Hamon gagne la primaire au sein du Parti socialiste et qu'il est officiellement le candidat du Parti socialiste, je crois que dans les sondages, il est jusqu'à 6 ou 7 points devant Jean-Luc Mélenchon. Et pourtant, à quelques mois du scrutin, pendant les quelques mois, les quelques semaines, les courbes s'inversent totalement. Si on en croit cet effet des sondages, Benoît Hamon aurait dû gagner parce qu'il était à ce moment-là le candidat le plus en tête dans les sondages. Mais la politique, c'est pas fait que de sondages, c'est fait de plein d'autres choses. Mélenchon a probablement fait une très bonne campagne avec un programme qui devait plus séduire. En parallèle, Benoît Hamon a eu des problèmes de clarification au sein de son parti socialiste. On se souvient qu'il était à la fois contre la loi El Khomri, mais qu'il investissait Myriam El Khomri, que certains de ses soutiens l'ont lâché. Enfin voilà, tout ça pour dire que la politique est faite de plein d'autres choses que les sondages. Il est évident que les sondages ont des effets, probablement en fin de campagne, peut-être en toute fin de campagne, à quelques jours où vous vous dites, bon, bah là, voilà, mon candidat, c'était peut-être pas mon candidat préféré, mais il a plus de chances d'arriver au second tour, donc je vais voter pour lui. Mais ça ne joue absolument pas sur l'ensemble de la campagne et surtout pas là, à 2 ans d'un potentiel scrutin. Et donc, on l'a dit tout à l'heure, un score de 35 à 37,5% pour le Rassemblement national à ce stade du cycle électoral. Est-ce que c'est un indicateur fiable, on peut dire, d'une montée durable ou simplement, enfin, de l'extrême droite, ou simplement un phénomène aussi un peu temporaire d'avant-campagne? L'extrême droite est toujours très survalorisés dans les sondages, très surreprésentés dans les sondages. Effectivement, ils sont régulièrement mis au-delà de 30%. Je rappelle que sur les 2 dernières élections présidentielles, Marine Le Pen finit à 21% et à 23%. Donc on est très loin, c'est des scores très importants, ouais. J'essaye pas de les minimiser. Mais comment ça s'explique justement? Alors il y a plusieurs manières de les expliquer. Peut-être il faut rentrer, sans être trop précis, mais dans la technique un peu des sondages. Aujourd'hui, les sondages, ils sont faits majoritairement sur Internet. C'est-à-dire que vous avez des panels constitués de gens qui sont inscrits pour répondre à des sondages. Et on sait que ces panels ne sont pas totalement représentatifs de la majorité de la population dans son ensemble. Ils vont sur des enjeux politiques, par exemple, on sait que ça va être des gens davantage politisés, qui vont davantage suivre l'actualité. Et on sait que ce sont aussi des gens qui vont être tendanciellement plus à droite. Par exemple, ces enquêtes qui ont été montrées notamment par Nona Mayer, Vincent Tiberi, si on pose des mêmes questions à un panel en ligne ou à un panel au téléphone ou en face à face sur les modes d'administration, les gens en ligne, pour le dire vite, vont être plus racistes, avoir des scores plus racistes sur les mêmes questions que d'autres modes d'autres modes d'administration des questionnaires. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on sait par exemple que sur ces panels, les ouvriers non qualifiés
sont moins présents. Or, en sociologie électorale, on sait que les ouvriers, pas dans leur ensemble, votent davantage pour Marine Le Pen, mais surtout les ouvriers qualifiés. Les ouvriers qualifiés vont davantage voter pour Marine Le Pen, alors que les ouvriers non qualifiés vont soit davantage voter pour la gauche, soit s'abstenir. Et comme dans ces panels, les ouvriers qualifiés sont surreprésentés, vous pouvez avoir aussi un effet de surreprésentation du vote RN. Voilà. Ça, c'est une des premières explications, si vous voulez, un peu techniques sur la manière dont sont constitués les sondages. Et puis, vous avez aussi un autre élément qui explique, par exemple, pourquoi Jean-Luc Mélenchon est toujours assez loin dans les sondages qui sont éloignés de l'élection de son score final. C'est aussi que quand vous demandez aux gens pour qui allez-vous voter, vous prenez en compte une certitude de vote. C'est-à-dire que vous demandez aux gens, sur une échelle de 0 à 10, êtes-vous sûr d'aller voter ? D'accord. Et plus on est à distance d'une élection, plus on est loin d'une élection, plus les gens qui sont certains d'aller voter ont des caractéristiques spécifiques. Ça va plutôt être, pour le dire vite, les catégories aisées, diplômés, les CSP+, j'aime pas utiliser cette expression, mais globalement les CSP+. Et ces gens-là, ils votent moins pour Jean-Luc Mélenchon. Plus vous vous approchez de l'élection, plus la campagne va devenir un élément central, plus ça va prendre l'ensemble de l'actualité, plus les classes populaires qui sont plus nombreuses dans l'électorat, par exemple de la France insoumise, vont s'intéresser à l'élection, vont répondre aux questions de sondage et donc mécaniquement faire monter le score de Jean-Luc Mélenchon. Ce qui explique par exemple qu'à ce stade de l'élection, on puisse avoir l'impression, comme c'était le cas avec Anne Hidalgo, aujourd'hui avec Glucksmann, que Jean-Luc Mélenchon et Glucksmann soient à peu près au même point. On peut à peu près faire l'hypothèse que plus on va s'approcher de l'échéance, plus Glucksmann va baisser et plus Mélenchon va monter, parce que les catégories populaires qui sont encore aujourd'hui à distance de l'élection, à distance de ces questions-là, et donc peu prises en compte dans les sondages, vont l'être davantage. Et justement, quel rôle joue l'abstention ou l'émergence d'électeurs, on peut dire, non alliés dans ces résultats préliminaires ? Ça, c'est un des gros problèmes. Je parlais de la technique des sondages tout à l'heure. Un des gros problèmes, c'est que dans ces panels, et nous, quand on utilise ces panels, par exemple, pour des enquêtes universitaires, on rencontre ces mêmes problèmes, c'est que les abstentionnistes ne sont pas présents dans ces panels, ou très peu. Et donc, on a aussi une difficulté à bien les cerner. Ce qu'on sait aussi, c'est que plus l'abstention est faible, en gros, plus ça sert la France insoumise ou les candidats de gauche. C'est ce qu'on a pu voir au moment du NFP, par exemple. Ce qu'on a pu voir aussi avec les élections européennes, où il y a eu un regain de vote pour la gauche radicale. Il y a cet enjeu de bien saisir l'abstention quand vous faites un sondage. Et une des problématiques, c'est que les gens, encore une fois, qui sont les plus abstentionnistes, je veux dire sociologiquement, ces gens-là sont aussi moins présents dans les panels des instituts. Donc voilà, un peu une difficulté à capter aussi ces abstentionnistes, et le taux d'abstention, quelques points d'abstention mal calculés, peut faire considérablement varier des résultats d'un sondage. Et les jeunes électeurs, donc de 18 à 30 ans, sont souvent annoncés aussi comme un joueur essentiel. Est-ce qu'on peut évaluer leur impact aussi potentiel sur les prochaines élections présidentielles en 2027 ? On le voit. Alors là, c'est intéressant parce que là, on rentre, par exemple, dans cette interview beaucoup plus dans la technique des sondages que ce qui est fait habituellement. Mais par exemple, au lieu de donner simplement des grands chiffres généraux, ce qui est intéressant de faire avec les sondages, quand ils sont bien faits, c'est d'aller voir dans les sous-catégories. Et ce qu'on voit, par exemple, effectivement, c'est que vous prenez typiquement l'électorat de Mélenchon, et c'est vrai dans le dernier sondage Elab, par exemple, il surperforme, il fait 12,5 en moyenne dans l'ensemble de la population, mais il est au-delà de 30 chez les 18-24 ans, et il a un score qui est totalement décroissant si vous allez chez les plus âgés, par exemple. Donc, en gros, il fait des très bons scores chez les jeunes, et donc les jeunes ne sont aussi pas les plus assidus au vote. Et donc, mécaniquement, plus les jeunes vont se mobiliser, plus les jeunes vont entrer dans le jeu électoral, plus Mélenchon va faire de bons scores. C'est ce qui explique pourquoi aussi, historiquement, vous avez beaucoup de résultats électoraux à droite. C'est que les populations les plus âgées votent, pour le dire vite, au centre droit ou à droite, et que c'est pour le coup un électorat qui est extrêmement mobilisé, qui s'abstient peu. Et dans quelle mesure est-ce que ces données, elles traduisent aussi, comme vous l'avez déjà dit, un décrochage entre les générations ou entre les classes sociales ? On le voit, on voit. Alors, le premier décrochage, il est sur la question de l'abstention, effectivement. C'est que plus vous êtes de catégorie populaire, plus vous êtes précaire, ou moins vous êtes diplômé, par exemple, qui sont souvent des coordonnées sociales qui vont ensemble, plus vous allez être à distance de l'élection. Donc ça, de la même manière, c'est pour ça que je commençais par la question du cadrage du débat public. Plus vous cadrez le débat public et le débat médiatique en permanence sur la politique, entre guillemets, politicienne, plus ces catégories-là se désintéressent, non pas de la politique dans l'ensemble, mais de la politique telle qu'elle est présentée dans les médias.
Et est-ce que, on l'a dit, on ne sait pas, peut-être que Emmanuel Macron va quitter le pouvoir, mais dans ce cas-là, s'il décide de partir avant la fin de son mandat, comment est-ce qu'on pourrait redistribuer aussi les cartes au vu aussi des sondages? Ce qu'on voit, si on prend les sondages, c'est... là, pour le coup, les sondages sont assez unanimes là-dessus. C'est un effondrement absolu du bloc central, qui était du bloc macroniste au sens large, qui aujourd'hui, on voit, peine à se trouver un remplaçant, pour le dire vite, comme il ne pourra pas se représenter, avec une bataille où Édouard Philippe s'en sort mieux que Attal et Attal s'en sort mieux que Darmanin. Mais on est quand même très très loin des niveaux du macronisme, en tout cas de ce qui symbolisait en 2017 et en 2022. Donc on a assisté, si vous voulez, entre 2012 et 2017-2022 à une tripolarisation du champ politique. On est toujours dans une sorte de tripolarisation entre un bloc très fort de gauche, au sein duquel la gauche radicale a pris le lead, un bloc très fort d'extrême droite qui a en grande partie absorbé la droite traditionnelle, et puis un bloc central, un bloc bourgeois central qui est en train de s'effondrer. Et si on parle pour le coup en politique politicienne, ça a un effet très important, c'est que ça fait, comme on dit, baisser le ticket du second tour. Là où il fallait auparavant arriver à 22-23%, Marine Le Pen se qualifie en 2022 à 23%, Jean-Luc Mélenchon est quasiment autour de 22%, donc on est sur des scores quand même assez élevés. Là, on a effectivement, dans les sondages actuels, encore une fois, avec toutes les pincettes qu'on doit prendre, Marine Le Pen autour de 35% ou Jordan Bardella. Et tout le reste, le deuxième plus fort, c'est Édouard Philippe, autour de 15%. Donc le ticket est beaucoup plus faible. Et donc on pourrait imaginer, de manière très crédible, que la gauche arrive au second tour aujourd'hui. Et justement, est-ce que ces chiffres traduisent-ils aussi l'incapacité peut-être des autres partis de gauche, le PS, les écolos, PCF, à parler aussi aux jeunes et aux classes populaires? Ouais, mais là, on en revient à ce qu'on disait, c'est les sondages, si on les prend au sérieux, traduisent des mouvements de fond. Ils traduisent des mouvements de fond dans la société. Et moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que vous prenez Bardella, vous prenez Marine Le Pen, depuis son annonce d'inéligibilité, il y a eu plein de sondages avec Bardella. Elle fait le même score que Bardella, et Bardella fait le même score que Le Pen à peu de choses près. Mais ça veut dire quoi? C'est assez intéressant. Ça veut dire que les gens, ils votent pas pour... On a toujours dit, c'est Marine qui a fait le parti. Mais les gens d'extrême droite, les gens qui sont racistes, les gens qui sont xénophobes, les gens qui sont en rejet, ont compris qu'ils avaient un parti qui défendait leurs intérêts et ils votent pour ce parti-là. Et donc on est avec des sondages. Ces sondages-là, si on les analyse un peu finement, on peut comprendre des mouvements plus de fond, ce qu'on disait sur les blocs qui se stabilisent. De la même manière à gauche, on a un bloc qui est aujourd'hui, dans les dernières élections, représenté par la France insoumise, mais qui est ancré sur des indicateurs beaucoup plus radicaux que ce que pouvait être le PS. Si on prend les études, là, pas des intentions de vote, mais les études de valeur, par exemple, on a une gauche qui est en très forte demande de protection sociale, des indicateurs écologiques, par exemple, beaucoup plus radicaux, qui impliquent la rupture avec le capitalisme, etc. Et si la France insoumise est devant aux dernières élections et dans les sondages, c'est pas parce que Mélenchon est un très bon tribun. Mélenchon est un très bon tribun, mais ça n'explique pas les mouvements de fond. Et si le PS est en peine, c'est pas parce qu'Olivier Faure est nul, c'est pas la question. C'est parce que l'offre qui ne rencontre pas de demande électorale, pour parler un peu en politiste. Et pour conclure, comme on l'a dit, les sondages se basent donc sur des hypothèses candidats. À quel point ces scénarios, justement, peuvent-ils changer d'ici 2027, si on arrive jusqu'en 2027, et modifier peut-être radicalement les résultats? Là, c'est toujours le même sujet. Les scénarios vont s'affiner et pour l'instant, comme l'actualité médiatique de ces médias, des chaînes d'information en continu, tient avec des sondages et des choses, il faut le dire aussi, les sondages, ça coûte pas très cher, ça permet de faire de l'information low cost, de tenir des heures de débat sur un plateau. On va en permanence avoir des nouvelles hypothèses. C'était la même chose avec le phénomène Zemmour, je mets des guillemets, qui a tenu 3 mois de débat médiatique avec des sondages où Zemmour était donné jusqu'à 15, 16 et puis fini à 7. Là, on peut s'attendre à tout un tas de rebondissements. Aujourd'hui, à gauche, vous avez, je crois, de déclarer en candidature Marine Tondelier, mais aussi Clémentine Autain, François Ruffin, qui ne sont pas testés dans ce sondage, Glucksmann, que va faire le PS. Donc, évidemment que les scénarios vont changer, mais je préfère le pari que les grands équilibres de fond vont pas être modifiés parce qu'on aura testé Xavier Bertrand au lieu de Darmanin ou de Retailleau. Et donc, ça toujours une invitation à regarder les mouvements de fond en politique et pas simplement les chiffres, même si les chiffres sont toujours intéressants parce qu'à la fin des fins, la Ve République est une élection très présidentialisée, que c'est une élection centrale, etc. Merci beaucoup, Hugo. Merci d'avoir accepté notre invitation.